Voilà, ça débute. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Euh, Tout d'abord, un simple petit mot, alors que la guerre est à nos portes, c'est aux portes de l'Union européenne. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis ukrainiens, bien sûr, directement concernés, mais aussi nos amis roumains, moldaves, qui en sont tout proches et qui nous écoutent régulièrement. Et pour revenir au sujet du jour, nous avons invité le professeur Emmanuel Hirsch pour nous parler des relations sciences-société, quelques enjeux éthiques. Alors, Emmanuel Hirsch est directeur de l'espace éthique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine et à l'université Paris-Sud, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'université Paris-Saclay et membre de l'Académie nationale de médecine. Nous sommes donc, Emmanuel Hirsch, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes réunis pour parler des questions éthiques issues de la pandémie Covid. Et vous avez dit ou écrit il y a quelques mois, la crise n'est pas simplement un désastre sanitaire, elle révèle ce que nous sommes. En effet, l'éthique est une interrogation et Axel Kahn, dans son livre publié récemment, posthume, donc, l'éthique est une boussole, il dit « L'éthique est une interrogation sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. » Nous avons en effet besoin d'une boussole du fait de cette crise, car beaucoup de questions n'étaient même pas imaginées voilà 2 ans. Le privilégier, tout à fait au hasard, je dis par exemple privilégier le soin sur l'économie, sauver des vies, moyennant des restrictions de liberté. Est-ce que la liberté est conditionnelle, soumise à un pass sanitaire, etc. Est-il logique, un débat très récent, est-il logique de bénéficier des soins gratuits quand on a refusé pour soi la vaccination gratuite? Voilà quelques idées. Et donc, Emmanuel Hirsch, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous sommes tout à fait disposés à vous écouter et je suis sûr que la discussion sera, à la suite de votre exposé, tout à fait passionnante. Merci encore. Merci de l'accueil. Quand je suis arrivé à mon temps d'antenne, à épuiser mon temps d'antenne, vous me le dites parce que ma pendule, elle ne fonctionne pas. Juste, Pas de je vois. problème, pas de problème. Voilà, je risquerai de m'enclaver. Voilà. En tous les cas, merci de l'accueil. Voilà. Je vais vous faire une présentation, puisque vous m'avez demandé une présentation. Hein. Ce n'est pas uniquement ces éléments qu'on pourra aborder dans le cadre de la discussion, mais c'était pour vous présenter un propos introductif. Mon champ de compétences est plutôt l'éthique médicale ou l'éthique de la recherche. J'aurais pu aborder bien des points, la question effectivement de l'intégrité scientifique, l'expertise scientifique, des questions autour aussi du processus décisionnel, notamment dans la gouvernance d'une crise. Je préfère être plus général et mobiliser un certain nombre de textes de référence qui pourront vous intéresser, parce qu'on voit que quand on a dit un petit peu rapidement qu'on aurait pu ne pas anticiper la crise parce qu'elle était, j'allais dire, inattendue. En fin de compte, on avait tout un ensemble de travaux préparatoires déjà de préparation au H1N1. Hein. C'était, rappelez-vous, dans l'époque 2006-2009. On avait d'ailleurs sorti un gros livre collectif sur la préparation au H1N1 d'un point de vue éthique. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait tout un ensemble de travaux internationaux, OMS, Europe, qui auraient pu de suite être pris en compte. On avait aussi l'expertise des années SIDA. Hein. Ça a été une pandémie qui a été pour beaucoup aussi appréhendée d'un point de vue droit de la personne, dignité de la personne, bref, des valeurs qui n'ont pas toujours été au rendez-vous ces 2 dernières années dans la pandémie. Donc, je vais aborder, moi, mon point de vue d'une manière un peu plus spécifique et j'essaie juste de voir, voilà. Donc, quelques repères, vous verrez, ça c'est intéressant. Puis vous verrez, dans mon parcours, vous m'interromprez lorsque j'aurai encore une fois limité mon temps d'antenne. Je ferai aussi une référence au travail, puisque nous avons des Canadiens. Pour nous, le modèle en matière d'éthique, c'est souvent à bien des égards pour le pragmatisme et l'intelligence de l'approche de l'éthique, c'est le Canada, c'est vrai, le Canada, le Québec. Et vous verrez qu'au moment du SRAS, qui a beaucoup touché les Canadiens, il y a eu toute une réflexion éthique qui a marqué un certain nombre de lignes d'action, mais également un cadre d'action. Vous verrez dans un instant quand j'aborderai cette question. Donc, cadre général, je voulais juste, tout à l'heure, je faisais un peu la critique des intellectuels. Il y a des intellectuels qui sont intervenus à juste titre. Et Jürgen Habermas a eu
Et je trouvais que c'était très intéressant cette approche. D'un point de vue philosophique, je remarque que la pandémie impose aujourd'hui dans le même temps à tous cette notion aussi de globalité, c'est-à-dire ce n'était pas quelque chose de circonscrit à un pays, à une population, c'était quelque chose qui a été vécu d'un point de vue planétaire et qui a révélé aussi les fragilités, les singularités et les enjeux quelquefois qui étaient des enjeux très discutables, notamment on l'a vu dans l'accès au vaccin par exemple. Une poussée réflexive qui jusqu'à présent était l'affaire des experts. Il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir. Voilà. C'est un premier point, je ne vais pas vous faire dans l'épistémologie, mais je crois que la notion d'incertitude et l'inquiétude que ça a suscité de ne pas pouvoir nous en reposer sur du savoir, sur des choses qui étaient établies. Et rappelez-vous, dans les années 2000, on est plutôt dans l'intelligence artificielle que dans l'intelligence humaine pratique. On parle beaucoup d'algorithmes, il y a toutes les technologies dont on est fasciné, enfin je veux dire, ne serait-ce que dans le numérique, dans tout ce qui est transmission, bref. Il y a une expérience, et je trouve que c'était très très bien dit, de non-savoir et de critique de ce qu'on détient, ce qu'on croyait détenir en termes de pouvoir, en termes ne serait-ce que de capacité d'anticipation, de veille, de vigilance. Bref, voilà, on se retrouve dans un contexte d'insécurité, y compris au niveau de nos concepts. Et aujourd'hui, tous les citoyens apprennent comment leur gouvernement doivent prendre des décisions dans la nette conscience des limites du savoir des virologues qui les conseillent. Vous avez tous vu à quel point la science s'est exprimée d'un point de vue public, dans ses contradictions, dans ses tensions. On a vu la difficulté des arbitrages politiques. En tous les cas, en France, on en a été le témoin, où parfois le chef de l'État a pris des paris risqués en prenant en compte aussi l'acceptabilité des mesures que préconisaient les scientifiques. Et on l'a vu, la mesure du premier confinement a eu des conséquences totalement catastrophiques d'un point de vue psychiatrique sur un certain nombre de personnes, d'un point de vue vulnérabilité, violence, bref. Il y a eu tout un ensemble d'éléments qui ont fait même dire à certains, si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Mais le seul fait, c'est qu'on n'avait jamais expérimenté ce type de situation. Donc, on a vu en direct les difficultés à gouverner, à décider, à arbitrer. En France, l'arbitrage a été un arbitrage plutôt confiné, sans véritable débat, puisque le chef de l'État, et encore une fois, je ne reproche pas, c'est un choix qui a été fait, d'un point de vue démocratique, c'est plus discutable, a pris ses décisions dans le cadre d'un conseil de sécurité sanitaire. On avait les conclusions, mais on n'a jamais su quels étaient les critères de l'arbitrage, ce qui fait que sur un long cours, ça suscite aussi la suspicion. Vous voyez, aujourd'hui, à part la guerre qui est évoquée, on est dans ce qu'on appelle le pass vaccinal, dans un moment où on se dit, mais est-ce que c'est encore justifié d'imposer un pass vaccinal pour sortir, j'allais dire, hors de chez soi et avoir une vie publique habituelle. Voilà. Je referme donc la parenthèse pour dire l'incertitude, les contradictions ont été également très publicisées parce que c'est aussi, quand j'évoquais tout à l'heure le VIH-Sida, on n'avait pas les chaînes d'information continue, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, beaucoup ont vécu la pandémie à travers leur écran de télé, avec beaucoup de débats. En tous les cas, en France, ça a été surtout des débats contradictoires. On avait le sentiment que certains avaient plutôt des stratégies prudentielles, j'allais dire, en cherchant plutôt à apaiser, puis d'autres étaient plutôt, on appelait même des inquiétistes. Vous voyez, je donne le contexte général pour dire comment ça a été difficile de décider alors que les enjeux n'étaient pas que médicaux, ils étaient de différentes natures et l'impact social était global sur la vie de la démocratie en général et la continuité de la vie de la nation. La scène où se déroule une action politique plongée dans l'incertitude aura rarement été éclairée d'une lumière aussi crue. C'est là aussi où ça fragilise le politique. À la fois, on peut valoriser un certain nombre de décisions, mais se dire comment on va réparer ce qui a d'une certaine manière un peu été discuté. Peut-être cette expérience, pour le moins inhabituelle, laissera-t-elle des traces dans la conscience publique. Voilà. Je voulais mettre ce texte introductif et je pense que ce qui a manqué, en tous les cas en France jusqu'à présent, c'est un retour d'expérience. On a eu à différents moments de décision forte le Parlement, mais qui, dans l'urgence, sans avoir vraiment la capacité de rentrer dans l'épaisseur du débat, a été amené à être associé à la discussion. Mais je pense que ce qui est important, c'est le processus décisionnel. Et on voit à quel point, et ça s'est avéré pas que dans notre pays, à un moment donné, et c'est le cas aujourd'hui, s'il y avait nouveau une crise majeure, il n'est pas certain que le gouvernement pourrait décider
ce qui est le plus essentiel parce qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Voilà, je ne vais pas détailler, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène d'usure, en quelque sorte, qu'on a vu, d'usure même démocratique. Mais je ne veux pas détailler parce que sans ça, on y va trop loin. Un deuxième point liminaire que j'ai trouvé tout à fait important, c'est la confiance publique dans le discours scientifique. Et donc, une personnalité de grand talent, Marc-Olivier Palais, et je trouvais que c'était intéressant. L'adhésion à des choix collectifs ne peut pas simplement découler de la contrainte politique ni de la révérence pour l'autorité de la science. Juste un point, avant la pandémie, il y avait aussi la critique des élites, il y avait la critique des légitimités, la critique du savoir. Donc, on est dans un contexte qui était déjà aussi très peu stable avant la pandémie. Donc, ça a été un catalyseur, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on était dans une espèce de critique systématique avec les métavérités. On a eu des grands auteurs comme le professeur Trump, par exemple, qui nous a habitués, un petit peu comme M. Poutine aujourd'hui, à nous imposer sa vérité, d'une certaine manière, et à remettre en cause le fond de l'histoire, le fond de la science, le fond de la culture. Et vous voyez, la construction démocratique des choix collectifs présente des ressources pour assurer la confiance nécessaire à une politique de santé publique, car elle accorde à la diversité des jugements personnels un cadre de reconnaissance et de mise en débat débouchant sur la découverte de préférences collectives légitimes et acceptables. Je ne vais pas détailler ce propos, mais ce qui probablement a le plus manqué, c'est la capacité d'une concertation publique qui favorise la compréhension et l'adhésion. Et vous voyez, quand vous faites de l'éthique dans une situation de crise, et ça avait été dit également par l'OMS dans les travaux préparatoires à une crise, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait loyauté, c'est-à-dire qu'on ait le sentiment que les décisions sont prises d'une manière loyale, donc il faut un minimum de transparence. Il faut aussi cette notion de proportionnalité dans la décision. Et à certains moments, par exemple au niveau national, on a eu des décisions globales pour la France en général, alors que les territoires étaient exposés de manière très différentielle entre ce qui se passait à la campagne et dans une grande ville. Vous imaginez que l'impact du virus était différentiel. Pour des notions de justice ou un petit peu globales, on voit à quel point on a été à avoir des mesures qui étaient quelquefois disproportionnées et quelquefois, pour certaines personnes, contestables. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte sur comment se concerter, comment associer le public, la société civile à un processus décisionnel, sachant que l'arbitrage final est politique. Mais je vous donne juste un exemple parmi tant d'autres. Sur la stratégie vaccinale, on savait très très bien qu'à un moment donné, on ne savait pas que ça serait si vite. Il y aurait à déterminer des choix de priorisation. Ça pouvait relever effectivement d'un débat sociétal. Il y a tout un ensemble d'éléments, je ne vais pas revenir sur le détail, sur lesquels on pourrait revenir, comment on associe les expertises et également les expertises en cours de pandémie. Vous savez, dans le domaine de l'éthique, de la santé et de la santé publique, on appelle ça le savoir expertal. On considère par exemple qu'une personne malade ou un proche d'une personne malade a une expertise sur la maladie qui n'est pas celle du médecin et pourtant qui est indispensable pour qu'il y ait un cheminement, un projet de soins cohérent et qu'il y ait adhésion. Je ne vais pas vous détailler. Je continue donc sur mes généralités. Alors, en France, on a le Comité consultatif national d'éthique qui a été créé en 1983, qui était le premier comité national d'éthique, qui avait été créé à l'époque par François Mitterrand. Et il se fait que le Comité consultatif national d'éthique, je précise, est consultatif. Donc, ces avis sont des avis, ce ne sont pas des décisions, et le législateur ou le politique peuvent s'en inspirer. Et notez juste, avis du 5 février 2009, question éthique posée par une possible pandémie grippale, on est dans le contexte du H1N1, d'accord ? On n'est pas dans le contexte du Covid-19, du SARS-CoV-2. Et c'est nous, espace éthique, qui avons saisi, puisqu'on a la possibilité d'adresser des saisines, qui avons saisi le CCNE, donc vous voyez, en 2009, en disant, et on a fait tout un argumentaire, parce qu'on avait travaillé ces questions, si demain on se retrouvait dans une situation de pandémie, il y a un certain nombre de questions éthiques qui se posent et est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage, une argumentation et des propositions. Et donc, le CCNE a ressorti l'avis en 2020. Maintenant, c'est Jean-François Delfraissy qui est le président. Et il me dit, Emmanuel, effectivement, il faut qu'on refasse un deuxième avis, je vous en parlerai. C'est l'avis de mars 2020. Mais l'avis 106 est très intéressant dans sa construction parce que d'abord, on n'était pas en situation de crise, parce qu'il n'y avait pas de H1N1.
on avait fait un travail, mais qui était assez spéculatif, alors que maintenant, le CCNE, s'il avait à se prononcer un peu rétrospectivement sur ce qui s'est passé depuis 2020 jusqu'à 2022, il aurait des arguments différents. Notez qu'en France, puisque c'est une rencontre internationale qu'on fait à la minute, en France, on a un conseil scientifique qui a été créé en mars 2020 par le président de la République, qui est un conseil d'experts. Il y a plusieurs conseils d'experts. Il y en a aussi un pour la vaccination. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, si vous regardez sur le site du conseil scientifique Covid-19, que dans les argumentations scientifiques, donc les préconisations, les observations, les analyses, il y a aussi des propositions en termes d'éthique et de société. Notamment, il y a eu l'attention sur les personnes en situation de vulnérabilité, sur les conditions de l'information et de la communication, sur les personnes en prison. Enfin, je ne vais pas vous détailler, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit à travers, par exemple, la construction du conseil scientifique qu'il a très, très bien assumé aussi dans son approche une dimension plus holistique. De la même manière que le Comité consultatif national d'éthique en France a été saisi au fur et à mesure de la crise sur des points très particuliers. Il a été très réactif. Nous, par exemple, notre espace éthique, on l'a à un moment donné saisi sur la question de l'euthanasie, puisque dans certains services hospitaliers qui étaient en situation de saturation, on commençait à observer des pratiques qui étaient des pratiques contradictoires à la loi, notamment par rapport à la fin de vie. Et vous voyez donc, c'est très intéressant, l'argumentaire et les fondamentaux de l'avis 106 pour lutter contre l'extension du virus en conciliant efficacité stratégique et exigence éthique, et c'est une tension très importante, hein. C'est-à-dire le pragmatisme, l'intérêt supérieur peut inciter à renier sur un certain nombre de grands principes de l'éthique. Et en plus, c'est même justifiable, hein. On le voit par exemple en termes d'accès à des traitements compassionnels. Il y a eu tout un débat, par exemple, sur un médecin français qui avait fait tout un ensemble d'expérimentation dans un contexte un peu aléatoire d'un point de vue scientifique, mais vous avez, en matière d'éthique médicale, on considère que si on ne dispose pas de la molécule efficace et qu'on a quand même quelque chose qui a une probabilité d'efficacité, on peut prendre le risque à titre compassionnel pour une personne qui risquerait de mourir. Donc, vous voyez, cette espèce de tension entre efficacité stratégique et exigence éthique. Bon, je ne vais pas détailler, si on avait du temps, qu'est-ce que c'est l'efficacité stratégique dans le cadre d'une pandémie et, par exemple, quel est le sens d'une efficacité stratégique qui serait, j'allais dire, que territoriale, alors que la pandémie, on le voit avec les variants, doit avoir une approche monde au niveau d'efficacité, pour prendre cet exemple précis. Donc, il faut avoir à l'esprit les valeurs auxquelles notre société est attachée. Et vous voyez, moi, ce que j'ai vu du point de vue de mon expérience et des sollicitations depuis 2 ans, c'est mais quelles sont nos valeurs? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à privilégier? Et, quels sont nos inconditionnels? On a beaucoup parlé dans notre pays des essentiels. Quels sont nos essentiels? C'est-à-dire, les essentiels, c'était les gens indispensables à la vie publique. Et il y a eu tout un débat sur les essentiels quand on a fermé certains magasins par rapport à d'autres. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais quels sont nos fondamentaux? Et c'est là où on peut sortir plus riche d'une crise, parce qu'on est obligé de se mettre au clair sur quels sont nos fondamentaux. Chacun s'accorde à penser que la mise en place d'un plan de lutte contre une pandémie ne doit pas aggraver les situations d'injustice déjà existantes. Et on a vu effectivement en quoi une pandémie accentuait les vulnérabilités, pour autant qu'on n'avait pas anticipé un impact différentiel de la pandémie sur certaines populations. Juste un point, pour ne pas rester dans l'abstraction, vous voyez, quand je vous parlais de nos fondamentaux en matière d'éthique, prenez juste un exemple, la question du consentement. Une question fondamentale. Depuis le Code de Nuremberg 1947, le principe numéro 1, c'est le consentement. Qu'en était-il, par exemple, lorsqu'il a été décidé dans notre pays et dans d'autres que les premières doses de vaccins seraient disponibles pour les personnes très âgées qui vivent en EHPAD, dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et dans ces EHPAD, moyenne d'âge 85,9 ans, et à peu près 60% de la population est atteinte de maladies neuroévolutives, disons, avec des fonctions cognitives qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Voilà. Prenez l'exemple, intérêt supérieur, nous sommes dans une collectivité, on a un vaccin. Est-ce que le consentement est quelque chose de recevable en tout point, d'un point de vue absolu? Est-ce qu'on rentre plutôt dans un concept qui est ce qu'on appelle l'assentiment? Je ne vais pas vous faire de détails. Imaginez, vous pouvez regarder sur nos sites, le site de l'espace éthique, ou sur Internet, mes interventions, on a été sollicité au jour le jour pour dire vos principes, qu'est-ce qu'en principe, par exemple, la priorisation en réanimation,
qu'est-ce que c'est prioriser en réanimation, comment on hiérarchise, etc. Donc, ça a été pour nous un formidable laboratoire aussi de réflexion éthique appliquée. Voilà, je n'en dirai pas davantage, mais c'est pour nous un enrichissement paradoxal, mais également, ça a été pour un certain nombre de structures, y compris au niveau politique, la possibilité de s'approprier de sa culturelle éthique. Et ça, je pense que pour l'avenir, ça devrait être quelque chose. On ne sait pas comment les choses elles évolueront du point de vue de la guerre, du point de vue du conflit, des conflits. Mais nous, par exemple, à l'Espace éthique d'Île-de-France, vous regarderez sur le site, on a des formations universitaires. Et à la rentrée dernière, 2021-2022, on a eu 60% de plus d'inscrits en master. Voilà, et d'autres aussi. Donc, le contexte de la crise, ne le regardons pas que péjorativement. Ça a été aussi pour des gens qui étaient des gens en général, l'occasion de se poser des questions, non seulement qui ne se posaient peut-être pas, mais dont ils ne voyaient pas l'importance. Et quand on leur a dit, mais dans un service de réanimation, on est obligé de faire du triage, ça a été employé, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais est-ce que c'est le critère d'âge, est-ce que c'est le critère maladie, gravité, pronostic, etc. Bon, je ne vais pas vous détailler, mais pour vous dire qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé et dont on doit faire quelque chose. Je continue donc dans mon approche. Donc, vous voyez, un autre point dans cet avis 106, une situation aussi exceptionnelle. Juste pour parenthèse, on a beaucoup travaillé la notion exceptionnelle. En matière d'éthique médicale, on est plutôt sollicité pour des situations, entre guillemets, extrêmes. Quand on est dans la banalité, dans la routine, il n'y a pas de problème éthique, c'est plutôt des bonnes pratiques. C'est quand il y a éventuellement un dilemme qu'on intervient pour essayer de voir quel argument mobiliser pour arriver à une bonne décision. Mais cette notion d'exceptionnel est quelque chose d'important, c'est comment caractériser en quoi c'était une situation exceptionnelle. Mais, par exemple, vous savez qu'on a parlé des pratiques dégradées. Vous savez, par exemple, en médecine, effectivement, certains services fermaient. Il a fallu déprogrammer. En réanimation, il n'y avait pas les moyens disponibles. Je vous donne un exemple pour faire de la réanimation d'attente. Donc, on devait prendre des décisions plus rapides. Les familles ne pouvaient pas venir. Je vous la fais rapide. Et donc, on a été amené à déjà définir en quoi la situation est exceptionnelle. Et est-ce qu'à situation exceptionnelle, on doit avoir des décisions ou des motifs de décision ou des critères de décision d'exception? Est-ce que c'est acceptable? Voilà. Est-ce que c'est acceptable pour la cohérence d'une équipe? Est-ce que c'est acceptable pour la culture d'une équipe? Est-ce que c'est acceptable pour les valeurs qu'une équipe incarne et doit quelquefois défendre? Et vous voyez, dans le retour d'expérience, on a vu que certaines équipes ne se sont pas remises du fait d'avoir été défaillants ou transgressifs sur ce qui était fondamental pour eux. Voilà, je ne vais pas vous détailler. C'est pour vous dire qu'il y a tout un ensemble d'éléments à explorer, à travailler. Donc, une situation aussi exceptionnelle pourrait conduire à remettre en question la hiérarchie des valeurs qui font des recommandations relatives à l'éthique, notamment dans le domaine de la santé. Et vous voyez, cette notion de hiérarchisation, qui renvoie aussi à la notion de prioritisation, enfin, je veux dire, c'est une notion aussi de sélection. Voilà. Comment, selon quel argument, à travers quel type de procédure, on parle beaucoup de collégialité, mais est-ce que la collégialité et quelle collégialité, est-ce que c'est recevable dans un moment de crise aussi extrême? Voilà des questions qu'on peut se poser. Sachez par exemple que en France, on a ce qu'on appelle les SAMU. Vous savez, quand vous avez une situation d'urgence, vous appelez un numéro, hein, comme dans tous les pays, et vous tombez sur un répondant qui est un régulateur et qui posera un certain nombre de questions pour savoir de quelle manière diriger la demande. Eh bien, par exemple, juste pour vous donner un exemple précis, on s'est rendu compte dans les premiers moments de la crise, notre crise, on la situera fin février, début mars, avec la partie importante du confinement le 11 mars en France, eh bien, on s'est rendu compte que le SAMU ne disposait pas de compétences en matière de gériatrie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas dans les médecins ou dans les équipes le gériatre qui pourrait véritablement se prononcer sur la recevabilité ou pas de l'accueil en réanimation, par exemple, d'une personne âgée. Et vous avez un critère qu'on appelle les critères de fragilité, pour prendre un exemple précis. Et ça a l'air de rien, mais on s'est rendu compte, par exemple, rétrospectivement, on a maintenant des données, que les SAMU qui se sont équipés pour avoir une cellule dédiée aux personnes âgées ont été en capacité d'accueillir des personnes qui ont été réfutées dans d'autres SAMU. Donc, ça pose des questions en matière de justice, en matière de droit de la personne et en matière de bonnes pratiques. Voilà, tout ça pour dire que si on hiérarchise,
il faut avoir un argumentaire adapté. Et c'est des éléments, bon, on ne va pas détailler parce que c'est des heures et des heures, mais c'est à prendre. Et vous voyez, dans un autre domaine, et donc on est aussi en 2009, tout ça pour vous dire, on peut avoir du temps pour détailler tous les textes préparatoires qui auraient pu inspirer et qui auraient pu, j'allais dire, encadrer un certain nombre de décisions. Vous voyez, plan national de prévention et de lutte pandémie grippale. Donc, c'est un plan national qui est très important. Du 20 février 2009, vous voyez, un consensus sur des valeurs éthiques partagées sera indispensable pour préserver la cohésion de la société. Voilà, puisqu'on parlait de valeurs, de consensus, si vous voyez qu'il y a adhésion dans un moment où les choses risquent d'imploser, ça s'atomise, on risque de s'opposer, on risque aussi de créer de la suspicion et de la critique, il faut qu'on soit très clair, et je pense que ça sera vraiment un travail à mener par la suite, sur mais quelles valeurs on partage d'une certaine manière, quelles valeurs d'une manière aussi indispensable, j'allais dire que les réponses, j'allais dire en termes techniques. Regardez maintenant, contribution du CCNE, donc toujours le même comité consultatif national d'éthique, cette fois on est le 13 mars 2020. Donc le premier avis que je vous ai montré, on est en 2009. 2020, on a le président du comité consultatif national d'éthique qui est Jean-François Delfraissy, il a double casquette, donc qui est un immunologiste, un ancien responsable de l'Agence nationale de recherche sur le sida, tout ça pour vous dire qu'il y a une culture, qui est une culture déjà de la pandémie, qui est intervenue sur le front d'Ebola, donc quelqu'un qui a une culture. J'insiste parce que, bon, il faudrait des heures pour expliquer, mais ce qui est assez frappant, c'est qu'on a demandé à un monsieur qui a une expérience sida, on a demandé aussi à Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, de présider un autre groupe de réflexion. Tout ça pour dire qu'on pensait que la matrice serait l'approche qu'on avait développée dans les années sida, c'est-à-dire entre, disons, 1985 et 2000, pour être un peu général, et qui avait abouti en France à une loi qu'on appelle la loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, on va célébrer dans quelques jours son anniversaire, droit des malades et qualité du système de santé, avec des valeurs extrêmement fortes. Donc on pensait qu'on rentrait dans cette culture, et cette culture, c'est aussi le partenariat entre le milieu associatif et le décideur public. Je vous la fais assez rapide. Donc on est avec un texte qui n'est pas un avis, vous l'avez remarqué, c'est une contribution, puisqu'on pensait au moment où il a été rédigé, ce texte, qu'on était au tout début de quelque chose dont on n'avait aucune visibilité. C'est un élément à prendre en compte. Donc c'est une contribution un peu générique. C'est pour ça qu'il faudrait maintenant reprendre ce texte. Et vous voyez ce qui est dit, le contexte, quel qu'il soit, ne peut modifier les principes éthiques, même si une situation inédite comme celle provoquée par la lutte contre l'épidémie peut contraindre seulement à les hiérarchiser provisoirement, j'insiste sur le mot provisoirement, mais de manière argumentée en toute transparence. Voilà. Et vous voyez, cette notion de provisoire, c'est quelque chose d'important. Le malheur, et on le voit dans toutes les mesures aujourd'hui qui ont été des mesures dans le cadre de l'état de crise qu'on a connu par exemple avec le terrorisme, pas uniquement avec la pandémie, on voit que chaque fois qu'il y a un peu un état d'exception, les mesures législatives qu'on adopte persistent après. Et donc, vous voyez, c'est là où il y a eu beaucoup d'inquiétudes, par exemple, sur des décisions qui ont été prises en matière de santé publique dans un contexte de crise qui justifiait un état d'exception sanitaire. Et ça a été aussi beaucoup dans les réticences sur vous êtes en train d'entamer nos libertés fondamentales. Et de toutes les manières, ça survivra malheureusement à la crise spécifique que l'on vit aujourd'hui. Donc, la notion de provisoire est importante, argumentée et en toute transparence. Mais ce qui a manqué, on peut le dire aujourd'hui, c'est une argumentation publique. Alors évidemment, quand vous avez à décider vite, vous n'allez pas commencer à faire un débat de société comme on a fait par exemple dans notre pays sur la bioéthique. Pour la bioéthique, il y a une révision tous les 5 ans et on fait des espèces d'états généraux pour que chacun exprime son point de vue. Là, on est dans l'urgence et on peut se dire effectivement, est-ce qu'il n'y a pas inventé un mode d'accompagnement de la décision publique, par exemple, il y avait à un moment donné le conseil scientifique qui disait qu'il faudrait peut-être un jury citoyen. Je vous dis les choses un peu rapidement parce que sans ça, si je rentre dans les détails, on en est encore pour demain matin. Mais enfin, c'est des éléments, l'acceptabilité et l'appropriation par la société d'un savoir, d'une compétence dans un contexte incertain, on a dit incertain, mais aussi évolutif, avec des interdépendances. Parce qu'on est, j'allais dire, à croiser un certain nombre d'éléments qui rendent la complexité encore plus dense. Et vous voyez, dans le même avis, les décisions qui seront prises, quelle qu'en soit la nature, doivent répondre à l'exigence fondamentale du respect de la dignité humaine. Bon, ça, c'est un principe un peu générique.
c'est-à-dire que la valeur individuelle de chaque personne doit être reconnue comme absolue. Et ça a été un des fondamentaux, me semble-t-il. Alors, on peut ensuite contester un certain nombre de décisions, mais au niveau de la philosophie du gouvernement français, ça a été quand même un prérequis qui a été, je veux dire, assez soutenu, y compris d'ailleurs à l'égard des personnes en situation de précarité sociale. Si vous regardez ce qui s'est passé, il y a une grande attention témoignée aux précarités, aux vulnérabilités, pas à celles qu'on n'avait pas anticipées, notamment dans les familles, qui étaient des familles où des fragilités se sont accentuées. Bon, il y a tout un ensemble d'éléments où les jeunes, par exemple, qui sont ne serait-ce que des étudiants, se sont retrouvés dans une solitude abyssale et se sont retrouvés dans une pauvreté. Il y a tout un ensemble d'éléments dont on a parlé. Mais vous voyez, ces notions sont à prendre en compte et on peut dire qu'il y a eu quand même une certaine forme d'exigence de respecter l'individualité et les valeurs auxquelles ça renvoie. Un peu plus loin dans cet avis, en situation de restriction des ressources, sélectionner les personnes à protéger en priorité en fonction de leur valeur économique immédiate ou future, c'est-à-dire leur utilité sociale, n'est pas acceptable. Je faisais référence à ce qu'a apporté au débat un grand philosophe, mais il y a eu tout un ensemble d'éléments qui ont été posés et qui se seraient posés encore davantage si la situation avait pris davantage d'ampleur. Juste un point à prendre en considération, que nous, on avait beaucoup travaillé pour regarder, je le trouverai tout de suite dans mes livres, mais le livre qu'on avait consacré au H1N1, par exemple, je ne sais pas, vous rappeler à l'époque du Tamiflu, c'est-à-dire que Roche fabriquait. Et on se demandait, un petit peu comme ça a été pour les antiprotéases, pour le VIH, si on ne se trouvait pas avec une quantité, en assez grande quantité. Il y a eu, même si on peut reprocher la difficulté qu'il y a eu à diffuser les doses vaccinales au niveau planétaire, il y a eu quand même assez rapidement une production qui a fait, en tous les cas, que les pays qui pouvaient se pourvoir en vaccins y ont accédé. Mais imaginez qu'on était dans un contexte plus restrictif, quelle aurait été la soutenabilité des choix sur un long cours? C'est des questions qu'on peut se poser. Je passe encore un petit peu rapidement. Voilà, 13 mars. Selon le droit, les restrictions générales ou particulières aux libertés individuelles doivent être décidées et appliquées conformément à la loi, être conformes à un objectif légitime d'intérêt général. Et oui, tous ces concepts qu'on a interrogés, être proportionnés et strictement nécessaires pour atteindre cet objectif. Et là, vous voyez, vous avez maintenant une critique très forte, rétrospective, qu'on peut se permettre parce qu'on est dans une situation où la parole, elle peut reprendre un peu une certaine force. Mais vous voyez, l'histoire en France du pass vaccinal et du pass sanitaire. Il y a des gens qui se disent, d'abord, est-ce qu'on n'aurait pas d'abord dû privilégier l'obligation vaccinale? C'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire mettre dans la loi l'obligation vaccinale. Et est-ce que ça a été véritablement un choix justifié dans le contexte des données scientifiques de l'époque? Voilà. Il y a tout un ensemble de questions aujourd'hui qu'il va falloir qu'on approfondisse et qui mettront en question cette notion de stricte nécessité pour atteindre cet objectif, sans comporter, vous voyez, de mesures déraisonnables ou discriminatoires et être définies compte tenu des données acquises de la science, en particulier sur leur efficacité. Mais quand vous avez une science en construction ou une science en contradiction, vous avez des enjeux contradictoires aussi. Quand vous avez tous ces éléments, qu'est-ce que vous faites? Et c'est des questions à tous les cas importantes sur lesquelles on pourrait se pencher, et sur lesquelles nous avons pas mal travaillé pendant la situation. Et je termine sur cette partie liminaire par ce dernier point du CCNE. Le CCNE souligne aussi l'importance pour les décideurs de garder en permanence à l'esprit le devoir fondamental d'expliquer, c'est important, et de rendre intelligibles les décisions contraignantes d'urgence en santé publique, dans la mesure où cela conditionnera leur acceptabilité. Oui. Alors, dans une démocratie, on l'a dit, vous savez qu'il y a eu tout un discours. Est-ce que dans les régimes poutiniens, on a vu d'ailleurs le modèle russe, comment un certain nombre de choix d'oligarches ont sacrifié une grande partie de la population par rapport à la question du Covid-19. Mais oui, on nous a dit à un moment donné, regardez en Chine, dans des régimes totalitaires, ils font mieux que nous dans les régimes démocratiques. Maintenant, quand on regarde les choses rétrospectivement, entre le discours général et puis la réalité, il y a quand même un fossé. Mais c'est des questions à se poser vraiment fondamentalement, la notion d'acceptabilité et comment arriver à tenir un discours informatif, intégrant la notion d'incertitude, d'évolutivité,
intégrant les notions de risque, de vulnérabilité. Voilà. C'est un défi important dans un pays démocratique et à un moment où finalement chacun, partout dans le monde, peut accéder à l'information. Il est essentiel de rappeler qu'une décision affectant une restriction individuelle de liberté a pour objectif premier de protéger l'ensemble de la population dans une démarche de solidarité. Et vous avez, et je ne vais pas le détailler, mais s'il me restait quelques minutes encore, mais je ne suis pas certain, je vous le ferai remarquer que le travail très très intéressant au Canada qui a été mené notamment sur la quarantaine, enfin il y a tout un ensemble d'éléments qui ont été explorés en termes de comment rendre soutenables des décisions qui peuvent avoir un impact péjoratif sur les libertés individuelles au regard de l'intérêt collectif. Mais peut-être que j'ai déjà dépassé. Je regarde, j'ai dépassé. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous voulez que j'avance de quelques lignes? Oui. J'avance de quelques lignes. Ensuite, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Non, non. J'ai ma psychanalyste tout à l'heure qui me remontera le moral, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne me sentirai pas perturbé. Donc, j'avance parce que j'ai trouvé, moi, une matière très intéressante dans le travail qui avait été fait à Toronto, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, vraiment, le Canada est producteur d'une réflexion qui est entre l'éthique continentale et l'éthique anglo-saxonne. C'est-à-dire, elle est très réaliste, elle est moins spéculative peut-être que nos approches. Et vous voyez, considération éthique dans la préparation d'un plan de lutte contre une pandémie aviaire. Donc, on est dans la dynamique de ce qui était préparatoire au H1N1. J'observe un point à prendre vraiment en considération. Pour moi, la notion de l'anticipation, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas anticipation. Vous imaginez bien que les gouvernants aujourd'hui ont anticipé tous les scénarios possibles selon la réaction de M. Poutine. Eh bien, moi, je pense qu'en matière de santé publique comme d'environnement, on doit anticiper. Mais une fois qu'on a anticipé, qu'est-ce que l'on fait, j'allais dire, de cette anticipation et de quelle manière on l'implémente dans la décision? Alors que malheureusement, on voit qu'il y avait une multitude de travaux d'anticipation dont je maintiens qu'ils ont été absolument ignorés, c'est-à-dire c'était la page vierge. Alors que, voilà, et pour des raisons très politiques, des questions d'autorité, des questions, à mon avis, qui sont très discutables, je ne vais pas rentrer là-dessus. En tous les cas, il y a un travail substantiel à prendre en considération, c'est le travail notamment des Canadiens. Et vous voyez, dans leur approche, et je trouvais que c'était intéressant comme tête de chapitre, mais sur chacun des items, ils font des développements superbes. Liberté individuelle, je vous en montrerai quelques développements. Protection du public, voilà important. Proportionnalité, ça revient. Vie privée, devoir de soins, réciprocité, équité, confiance, solidarité. Tendance, voilà, le texte est tout à fait remarquable. C'est comme quand vous regardez le rapport Belmont, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un rapport important au niveau de l'éthique biomédicale, un rapport américain de mémoire, je crois, de 1978. Vous avez le rapport Belmont avec les grands titres et les grands chapitres. Et puis, vous avez toute l'intelligence d'un texte d'argumentation sur la justice, sur le respect. Bon, là, je dirais que c'est une production à la même hauteur d'exigence intellectuelle et conceptuelle. Et vous voyez, j'en prends quelques exemples. Liberté individuelle. Lors d'une crise sanitaire, des restrictions à la liberté individuelle peuvent être nécessaires pour protéger, mais peuvent être nécessaires. Il y a aussi toute cette notion de graduation qui est à prendre en considération. On ne sort pas le matou tout de suite. Voilà, proportionnelle, nécessaire et adéquate. C'est des concepts importants, c'est-à-dire si vous arbitrez, est-ce que vous vous êtes posé la question de la proportionnalité? Proportionnalité par rapport à quoi? La nécessité et l'adéquation, notamment on l'a vu par rapport aux populations vulnérables. Vous pouvez prendre des décisions. Si nous on l'a vu par exemple pour les Antilles françaises, pour prendre un exemple précis, vous aviez des décisions qui ne tiennent pas compte de la spécificité, de la singularité, ne serait-ce que culturelle des populations. De telle sorte que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a renoncé à tout ce qui passe, par exemple, Guadeloupe, Martinique, etc., puisque de toutes les façons, c'est impraticable. Mais on a vu, nous, dans les régions difficiles de grande vulnérabilité, à quel point les grands principes étaient inapplicables. Donc, voilà, la question d'adéquation est importante. Et aussi, je le dis très rapidement, pour nous, ce qui était important, ce n'est pas de prendre des mesures, c'est les modalités d'accompagnement. Je vous donne un exemple. On a dit, on ferme… non, mais je vous donne un exemple encore plus significatif. On a dit en France, 1er avril 2020, les personnes, quand elles décéderont à l'hôpital, on ne verra pas la famille, hein, donc on les mettra dans des body bags nus et il n'y aura pas de reconnaissance des corps. Je ne sais pas si vous avez suivi, ça a été quelque chose de très, très traumatisant. Eh bien, on ne peut pas dire que c'était ni une mesure adéquate,
puisque même en termes de santé publique, ni une mesure dont on a véritablement compris à quel point, quand elle a été prise, elle a un impact dramatique. Beaucoup de gens aujourd'hui ne survivent pas des deuils. D'un point de vue anthropologique, d'un point de vue confiance dans l'État, enfin, je prends cette mesure qui paraît pas être la mesure de santé publique la plus importante. Donc, tous ces éléments de prudence, j'allais dire de minutie, on dit toujours il faut prendre les mesures minimales, il faut minimiser les mesures plutôt que les maximiser a priori. Et ensuite, on proportionnalise, on contextualise. Voilà, et puis être appliqué de manière équitable, c'est aussi un élément à prendre en considération. Je continue, protection du public pour protéger la population. Les organisations syndicales et l'autorité publique pourront engager des actions affectant la liberté individuelle, voyez, mesurer l'impératif d'obéissance. Et ça pose toute la question des relais qui vont légitimer une décision. Ce n'est pas tout de prendre la décision. Quels sont les acteurs compétents sur le terrain? On ne peut pas dire que c'est uniquement la police qui va vérifier si vous avez le papier pour vous déplacer à 1 kilomètre de chez vous. Il y a donc tout un ensemble de réflexions sur à la fois le contrôle, si on veut, ou l'application à travers des légitimations et des validations sur le terrain. Et puis, il y a le contrôle aussi des mesures pour voir les conséquences. Je donne juste un exemple, et pour aller jusqu'à demain matin sur des choses plus importantes. L'impact de rester chez soi, puisque c'était pendant le confinement, quand vous avez une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou un enfant autiste. L'impact de décision pour des personnes qui sont malvoyantes ou qui sont sourdes. Voilà. On a vu à quel point toutes ces décisions auraient été prises d'une manière peut-être plus adaptée si on avait associé dans le processus un certain nombre de compétences qui auraient permis des adaptations, des déclinaisons et des implémentations plus justes. Voilà. Je reste superficiel, mais c'était juste pour vous donner. Donc, fournir des raisons aux mesures de santé publique pour encourager l'obéissance, établir des mécanismes de révision des décisions. Alors, je ne vais pas détailler, mais quelque chose qui a beaucoup, donc on a beaucoup de groupes de travail qu'on a mis en place, peu importe, mais quelque chose qui a beaucoup frappé l'opinion et qui marquera durablement dans cette mentalité ou cette histoire de la pandémie, c'est qu'en France, dès le premier jour de confinement, et même un petit peu avant, on a le directeur général de la santé, qui est un professeur de médecine, Jérôme Salomon, qui annonçait tous les soirs le nombre de morts. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, je veux dire, on a eu cette approche très dramatique et pour des gens qui étaient souvent enfermés chez eux, puisqu'on était dans le confinement. Et il y a eu toute une étude qui a été faite pour… Mais quel était le sens de cette annonce? Est-ce que c'était pour sidérer les gens, même les gens qui ont mobilisé, je ne vais pas le détailler, à bien des égards, la notion de biopouvoir, hein, c'est-à-dire que c'était pour enfermer les gens et aussi les enfermer dans une espèce de saturation avec du chiffre, de la peur, enfin, tous ces éléments, à mon avis, dans le décryptage sont à prendre en compte. Je ne vais pas vous les détailler, mais ça commence à être fait notamment par des anthropologues, des psychologues. Établir aussi des mécanismes de révision des décisions. Beaucoup de décisions ont été prises, en tous les cas en France. Il y avait une prescription le matin, une contre-prescription le soir et la contestation de la prescription le lendemain matin. De telle sorte que, par exemple, des responsables d'établissement se retrouvaient en cellule de crise, même pendant la cellule de crise, avec 2 prescriptions différentes. Ça a l'air de rien, mais au niveau de l'acceptabilité et la légitimité de la décision, c'est un point à prendre en compte. Et vous avez, et c'est assez intéressant des retours d'expérience, des gens qui ont dit et qui disent aujourd'hui, heureusement que j'ai été transgressif, heureusement que je n'ai pas suivi tout ce qu'on m'a dit. Et vous avez des gens qui ont survécu uniquement parce qu'ils ont développé une culture de la transgression. Alors, transgression, ça vous paraît peut-être excessif, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas assujettis, ne sont pas sentis assujettis à des décisions dont leur expertise les incitait à penser qu'elles étaient absolument inacceptables. C'est-à-dire qu'ils ne survivraient pas à la décision, que c'était impraticable. Voilà. Donc, tous ces éléments, c'est ce qu'on a appelé d'un grand mot la notion d'agilité. Donc, l'agilité, c'était la notion d'adaptation. Mais derrière l'agilité, il y a eu aussi l'agilité des gens qui, d'une certaine manière, dans des moments aussi de restructuration des rapports, par exemple, entre, on l'a vu à l'hôpital, entre l'administration et les professionnels, il y a eu une circulation des légitimités, une reconfiguration qui a été quelque chose d'impressionnant. Malheureusement, elle n'a duré qu'un temps, mais ceux qui l'ont vécu sont tellement en regret de ce qui s'est passé qu'ils sont dans la capacité d'accepter ce qui se passe aujourd'hui, ce qui explique pour beaucoup certaines crises. Je ne vais pas détailler, mais il y a proportionnalité
suppose que les restrictions faites à la liberté individuelle pour protéger la santé soient en adéquation avec le niveau de crise et les besoins de la communauté sans les excéder. Et oui, comme on a eu une crise qui n'a pas été linéaire, puisqu'il y a eu des moments où, j'allais dire, notamment avec les beaux jours, où finalement la frappe, j'allais dire, virale, a été d'une moindre intensité. Mais ce qui a été très déstabilisant, c'est donc que vous avez eu des moments, des rythmes différents, mais vous aviez des constantes, aussi bien dans le discours que dans des mesures qui demeuraient pérennes. Et ce qui nous a beaucoup frappé, par exemple en France, c'est dans l'été dernier, les gens partaient en vacances, donc on nous parlait du retour de la liberté, en quelque sorte, du retour, et l'expression c'était le retour à la normale, le normal, d'une certaine façon. Il y a même eu le président de la République avec le Premier ministre qui ont pris un café pour montrer effectivement que la vie reprenait dessus. Et figurez-vous qu'au cœur de l'été, on est repassé dans la panique d'un nouveau variant, etc. Alors oui, ça a l'air de rien, mais les gens à un moment donné sont appauvris de toute capacité de comprendre. Et on parle d'intelligibilité. Ils disent, mais ils ne pouvaient pas le prévoir. Est-ce qu'on était obligé de dire on libère tout? Enfin, je vous passe sur le détail, mais c'est des éléments à prendre en considération. Également, alors là, je passe au 6e, je n'ai pas tous les inventoriés. Le principe de réciprocité, pour moi, c'est important. La réciprocité requiert de la société un appui particulier à ceux qui supportent une charge disproportionnée pour protéger le bien public, ainsi que des dispositions pour réduire cette charge. Et vous voyez, j'y pense tout particulièrement par rapport à des personnes qui sont dans des pays qui n'ont pas pu accéder, comme certains pays privilégiés, qui ont préempté les doses vaccinales. Donc, vous avez par exemple en Asie, en Afrique, des populations entières qui sont aujourd'hui encore démunies d'un accès, en tous les cas, des vaccins de qualité, pour différentes raisons qu'on ne va pas détailler. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les textes de l'OMS, on a dit qu'il y a un devoir de réciprocité vis-à-vis des soignants. Je n'ai plus le chiffre officiel, mais de mémoire, j'avais vu que le nombre de victimes parmi les soignants qui sont dans les pays à faible revenu est de l'ordre, je ne veux pas dire de bêtises, mais il était de l'ordre dans les chiffres qui étaient apportés, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à peu près 1 million de personnes. C'était un chiffre frappant. Je vous enverrai le chiffre parce que je n'aime pas donner des choses approximatives, ou tout à l'heure je retrouverai. Et vous voyez, le principe de, là, ça a sauté, mais le principe de réciprocité vis-à-vis des personnes qui sont les plus exposées, ça m'avait beaucoup frappé en regardant les textes sur le SRAS. Par exemple, vous avez eu au Canada un certain nombre de soignants qui ont été contaminés, qui sont morts. Et donc, il y avait tout un ensemble de réflexions sur ce principe que je ne vais pas développer, mais qui me semble un principe important. Également, la notion de confiance, j'ai un peu évoqué, les décideurs devront réussir à maintenir la confiance des acteurs tout en imposant des mesures de contrôle. Je vous fais ça assez rapidement. Il vous reste encore 2 minutes ou pas? Ou on arrête et on discute? Oui, 2 minutes, si vous voulez bien. Bon, j'arrête. J'arrête, comme ça on pourra discuter parce que ça pourrait être trop long ensuite. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'est fou le nombre de choses qu'il y a à dire autour de cela. On va entamer la discussion. Yves, tu veux commencer? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. D'abord, merci pour cette conférence que je dirais rassembleur, c'est-à-dire que vous avez en 45 minutes évoqué plusieurs choses. Puis, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous dites et puis qui me frappe depuis le début de cette pandémie-là. Vous l'avez dit comme ceci: agir dans le savoir explicite de notre non-savoir. Ça veut dire, chez nous, apprendre et au fur et à mesure que la pandémie évolue, nous apprenons et puis nous réagissons. Mais en même temps, ça a créé toutes sortes de situations où je dirais qu'on a vu des experts se réinventer, experts de ci, experts de ça, et parler de ci, parler de ça, de sorte qu'on a assisté à beaucoup de communication sans information. L'autre chose que vous avez dit qui est extrêmement frappant, la science versus le politique. En principe, la science aurait dû conseiller sur des données probantes et le politique aurait dû, je vais le dire comme ça, écouter ce que la science basée sur des données probantes lui disait. Mais le politique, il est coincé parce qu'il
il veut se faire réélire. Et donc, il va y aller un peu en fonction de son électorat. Il va essayer de plaire à son électorat. Après ça, vous avez parlé de compétences. Et donc, tout ça, ça devient extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est mon commentaire. Je ne sais pas comment poser ma question parce qu'il y en a des milliers, mais moi, c'est ce que je retiens de votre conférence. C'est ça. Dans le public, j'aimerais, parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est mentionné. Est-ce que vous allez réaliser un guide d'éthique tirant sur les grandes leçons de cette crise? Et il y a un deuxième commentaire, mais c'est un petit peu ce que je viens de dire. Quand je dis qu'on a assisté à des experts réinventés, ben, il y a eu des fake news, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites dans cette pandémie-là. Comment vous réagissez à tout ça? Je vais écouter d'autres questions. Je vais écouter d'autres questions, mais pendant que vous étiez en train de parler, tout en vous écoutant, j'ai retrouvé le chiffre des victimes parmi les professionnels de santé. C'est un chiffre de l'OMS, du 13 septembre 2021. En fin de compte, c'est 115 000 victimes, morts parmi les professionnels de santé, mais le chiffre probablement est multiplié par 3. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'était pas aussi important. Je voulais juste reprendre ce point-là. Juste, vous n'attendez pas de réponse de ma part par rapport à ce que vous avez dit. Si, parce que ce que disait Yves, c'est qu'il y a en particulier une question d'une auditrice qui demande « Allez-vous réaliser un guide d'éthique tirant les grandes leçons de cette crise sanitaire ?» C'est vrai que c'est un point pratique, ça. D'abord, oui, je pourrais mettre la fin. Si vous avez un livre, vous pouvez le télécharger éventuellement. Donc, c'est un livre de 900 pages qu'on a sorti, qui s'appelle Pandémie 2020, donc qui est un gros livre aux éditions du CERF. Qui est sorti il y a 1 an à peu près. Voilà, c'était de la même manière que j'avais fait en 2009 sur le H1N1. Là, c'est un collectif, il y a 135 auteurs et vous avez à peu près tout. C'est malheureux parce qu'on est en septembre 2020 et les gens ont eu le temps de travailler parce que c'était le confinement. Donc, il y a des articles nombreux dans ce sujet. Puis, j'avais fait aussi 2 ouvrages. Ça, c'est les chroniques au jour le jour. Ça, c'est 2 ouvrages que j'ai sortis. Puis, je vais sortir dans quelques semaines un ouvrage d'éthique. Mais je pense que pour répondre concrètement à la personne qui pose la question, elle fait sur le site de l'OMS, pour prendre un exemple précis, il y a énormément de textes d'éthique. Donc, il n'y a pas besoin de refaire. La vraie question, c'est maintenant revenir sur l'expérience de ces 2 années. Qu'est-ce qui a été productif d'un point de vue éthique? Qu'est-ce qui s'est inventé? Mais d'abord, donc, tous les textes, on les a. Vous regarderez sur le site de l'OMS, vous ferez avec un moteur de recherche. Nous, on commence à travailler. Vous voyez, dans les publications, vous regarderez sur le site de l'espace éthique. Donc, l'espace éthique, c'est là-haut, vous faites espace éthique, vous tombez chez nous. Tous les textes sont accessibles en PDF. Vous voyez, on a fait différents ouvrages. Donc, au cœur de la pandémie, vivre, décider, anticiper, avec des situations extrêmement concrètes. Et on n'a pas, nous, l'intention de faire un ouvrage d'éthique, mais de ramener un certain nombre d'expériences de terrain dans différents domaines. Pour terminer, pour répondre à cette question, donc il n'y a pas de, nous, on n'a pas particulièrement l'intention d'écrire un livre d'éthique, mais si vous regardez sur le site de l'espace éthique, vous verrez énormément de textes, y compris de liens avec des structures où il y a des réflexions de haut niveau. Si vous permettez, j'aimerais reprendre tout ce que je vous ai dit d'une façon différente en posant une question peut-être plus simple. Comment vous géreriez d'un point de vue éthique l'impact que les fake news ont eu durant la pandémie? Comment vous gérez ça d'un point de vue éthique? Quand vous dites de gérer, c'est-à-dire comprendre ou gérer? Parce que moi, non, je veux dire intervenir. Non, on est dans un contexte d'abord où il faut qu'il y ait des légitimités qui s'expriment. Et là où il y a eu difficulté, c'est dans les prises de position, notamment des experts. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé au Canada, mais maintenant, il y a Poutine qui obstrue un peu le champ, mais pendant des jours, vous aviez en continu des experts, celles quelquefois autoproclamés dans leur expertise, qui se sont exprimés en direct pour interpréter une réalité
dont ils n'avaient quelquefois qu'une connaissance assez superficielle. Alors, il y a eu dans les expertises également des médecins, à juste titre, qui faisaient un peu valoir leur expérience, mais du point de vue de ce qu'ils observaient eux dans leur service de réanimation, mais pas d'une manière générale. Donc, premier point à prendre en considération, et c'est dans tous les textes préparatoires à une pandémie, c'est comment avoir une information publique qui soit de grande qualité. Alors, j'observe quand même, et je répondrai à votre question, qu'en ce qui concerne notre pays, mais il y a eu aussi Johns Hopkins, il y a eu différentes universités, mais en France, c'est Santé Publique France, c'est assez fascinant, qui mettent en ligne absolument toutes les informations disponibles sur morbidité, mortalité, vaccination, toutes les informations également épidémiologiques. Je veux dire, on bénéficie aujourd'hui d'un accès à la connaissance immédiate, invraisemblable. Donc, les gens qui veulent avoir accès à des savoirs, des savoirs robustes, même si ils sont en construction, on a une multitude, quand je me promène sur les sites, mais c'est invraisemblable, avec des tableaux, des graphes, enfin, ça, c'est un premier point. Donc, les gens qui veulent accéder à une connaissance, j'allais dire pertinente, le peuvent. Il y a des organismes de recherche, l'Institut Pasteur, on a beaucoup d'organismes qui se sont investis dans ce domaine. Maintenant, vous avez donc les chaînes d'information continue qui font leur travail. Effectivement, dans les moments de crise particulière au cours de ce Covid-19, ça a créé une espèce de pulsion de vouloir savoir. Donc, il y a eu beaucoup de public et ils ont entretenu ça à leur manière. Et puis, les réseaux sociaux, il y a différents types de réseaux sociaux parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les complotistes, les anti-vax, enfin, je veux dire, il y a eu tout un ensemble de fake news. Ça fait partie malheureusement d'une réalité qui ne concerne pas que la question de la pandémie et qui a pour réponse l'éducation à la fois des jeunes et puis de la société en général à ce qu'est l'information, à l'esprit critique. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments, mais c'est un sujet d'ailleurs qu'on aborde dans le livre Pandémie 2020, parce que effectivement, vous le voyez aujourd'hui avec tout ce qui va être des informations dans le contexte de la guerre, comment on arrive à manipuler l'opinion assez facilement. Donc j'ai du mal, je ne suis pas spécialiste de la communication, mais c'est un élément à prendre en compte. Mais ce qui me paraissait le plus discutable, alors, du point de vue plus universitaire, qui est un peu mon champ de compétences, c'est l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche. Le rythme et les attentes du public dans un contexte de pandémie sont inconciliables avec le rythme d'une science qui se construit. C'est-à-dire un scientifique, moi je parle très très rapidement, mais c'est de la tchatch, mais un scientifique, quelqu'un de compétent, a besoin d'un temps, d'une temporalité. C'est vrai que tout a été très précipité. Il y a eu des moyens importants financiers, il y a eu des enjeux, des pressions extrêmement fortes. Des équipes se sont mobilisées avec des interactions comme on n'a jamais vu. J'ai regardé sur tout ce qui est accès au virus. Enfin bon, il y a des choses inattendues et inédites qui ont permis d'ailleurs aussi le développement du vaccin. Mais pour revenir à votre affaire, nous, on commence un travail. Je vous enverrai le colloque qu'on va organiser le 8 et 9 juin sur la recherche internationale en situation de pandémie. Et je pense qu'il y a maintenant un travail aussi à faire au niveau de la communication, de la communauté scientifique sur l'intégrité de la communication, comment on communique, qu'est-ce qu'on dit. Il y a quand même un devoir de savoir, enfin de connaissance. Enfin, il y a énormément d'éléments. Donc j'ai du mal, dans mon prochain ouvrage, j'aborde cette question d'une manière moins verbeuse, j'espère, mais vous posez une vraie question. Vous avez moins de complotistes quand vous avez vraiment de la communication, de l'information et du débat. Voilà. Et moi, ce qui me semble qui a manqué, on l'a dit par exemple en France, c'est un peu rapide, ce que je dirais un peu rhétorique, mais on a dit qu'il y a eu beaucoup le pouvoir vertical du président de la République, et très, avec des interventions, vous savez, un peu solennelles, avec des conférences de presse où il y avait quelques questions de journalisme, mais qui étaient un peu subsidiaires. On a eu quand même le sentiment qu'il y a eu des annonces, souvent impromptues, qui étaient des prescriptions qui ne se discutaient pas. Et ce qui a manqué, c'est la discussion. Et moi, je suggérais, dès la fin du premier confinement, on aurait pu le faire, il y avait suffisamment de temps, un premier retour d'expérience, par exemple. On a suggéré des états généraux. Vous regarderez sur le site, on a même construit tous les éléments pour monter des états généraux qui n'auraient pas été démobilisateurs pour les gens, mais qui étaient déjà un premier retour d'expérience.
Il y a eu, il faudra analyser ce qui s'est passé. Il y a déjà des gens qui le font, mais en France en particulier, le président de la République, je ne dis pas que c'est bien que c'est mal, pour moi j'ai ma conviction, c'est approprier l'autorité supérieure, considérant qu'on était en état de guerre et que les décisions relevaient de l'intérêt supérieur de la nation. Donc il n'y avait pas à discuter. Et à un moment donné, il a considéré qu'il était le plus compétent, en tous les cas le plus légitime, à décider en tout et pour tout. Ce qui sera intéressant par la suite, c'est de mieux connaître ce qu'ont été les relations entre Jean-François Delfraissy et le président de la République, donc le conseil scientifique et le président. On a en France un président de haut niveau intellectuel. Je veux dire par rapport au contexte international qu'on vit aujourd'hui, Emmanuel Macron est un homme brillant intellectuellement. Donc, les décisions qu'il a prises, à mon avis, il les a prises aussi avec une intelligence de la situation, à la fois du politique et de la personne qui était capable d'intégrer aussi les savoirs scientifiques en construction. Donc, la vraie question, est-ce que c'était la bonne méthode? Enfin, j'ai du mal à vous dire rapidement, mais vous me posiez la question des réseaux sociaux. Ils sont plus faibles quand vous avez une parole qui a une légitimité, une crédibilité et une manière vraiment d'influer sur l'opinion publique. Voilà. Ma crainte, si vous voulez, aujourd'hui, c'est on commence à avoir quand même un débat sur la justification de la vaccination. Alors, c'est facile de l'avoir a posteriori, mais beaucoup de gens se posent déjà la question aujourd'hui, y compris dans la communauté scientifique, est-ce qu'il fallait être aussi vaccinant qu'on l'a été? C'est-à-dire, on a un débat qui commence à intervenir en France, mais j'imagine dans d'autres pays, sur autant c'était justifié de vacciner les personnes vulnérables avec des cofacteurs de morbidité, autant ça ne l'était pas. Il y avait des gens, notamment jeunes, qui n'étaient pas directement exposés au risque du SARS-CoV-2, voire, contrairement à ce qu'on a dit, qui n'étaient pas ceux qui allaient plus contaminer. Enfin bon, je passe assez rapidement, mais quand on rentre dans la finesse, par exemple, on dit en France, aujourd'hui, selon les évaluations, on a entre 1 million, on a à peu près 1,2 million personnes très âgées qui n'ont pas été vaccinées. On dit que globalement, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et l'importance, ce n'est pas les 3 millions, c'est les 1,2 million de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, qui sont surexposées. Mais parmi ces personnes, ces 1,2 million personnes, la plupart d'entre elles vivent au domicile, pour donner un exemple précis. Donc, on se dit, est-ce que c'était justifié de faire le pass vaccinal, alors qu'on sait de toutes les manières que ces personnes, on ne les atteindra pas, même avec le pass vaccinal. Vous voyez, c'est tout un ensemble de questions. C'est comme après quelque chose, on se pose des questions et rétrospectivement, ça va peut-être mettre en cause un certain type de mécanisme de prise de décision qui risque d'affaiblir le décideur si demain, il y a à nouveau des décisions qui l'imposent. On a eu, par exemple, je termine sur ce point, c'était frappant, donc il y a quelques semaines, on a eu au Parlement le débat très vif sur passer du pass sanitaire au pass vaccinal, avec Omicron comme contexte, à un moment où il y avait beaucoup d'arguments scientifiques qui ne justifiaient pas cette évolution, voilà, pour prendre un exemple. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça signifie que le président de la République impose cette mesure? Est-ce qu'elle est vraiment justifiée, enfin, tous ces éléments. Et ça n'a fait qu'alimenter, je regardais les réseaux sociaux en termes de on veut vous contaminer, on veut vous exposer à des fragilités, et nos enfants sont les victimes à vie d'une vaccination. Voilà. Mais je ne ai pas répondu d'une manière satisfaisante, c'est vraiment conversation café du commerce. Merci. Moi, je voudrais vous poser une question peut-être plus générale d'éthique, disons. Je disais en préambule tout à l'heure, j'ai cité une phrase d'Axel Kahn, l'éthique est une interrogation sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. Alors moi, en tant que clinicien d'une grande naïveté dans le domaine de l'éthique, je pensais que l'éthique, c'était effectivement quelque chose d'assez individuel finalement. La vie bonne et les valeurs qui la fondent. Cette définition m'allait tout à fait. Et puis, on s'est rendu compte, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre exposé, c'est que finalement, on a affaire à un problème sociétal et les grandes questions sont sociétales. Quelles ressources à mettre en œuvre dans nos systèmes de société? Quelles sont les grandes questions éthiques dont nous voulons débattre? Emmanuel, est-ce que vous êtes toujours là?
Non, je suis toujours là. Ah bon, Mais, d'accord. Je ne vous voyais plus, je n'étais pas sûr que… regardez juste là. Si, je D'ac- vous écoute avec attention. Oui, donc votre exposé a été tourné essentiellement vers la société, finalement. Alors, vous allez dire qu'une pandémie, c'est un problème sociétal. OK. Mais est-ce qu'on est toujours dans l'éthique traditionnelle, dans ce que vous nous avez présenté? Alors, deux choses. D'abord, je vous montre le livre Pandémie. Ça, c'est le livre Oui, qui était sorti par rapport à H1N1. D'accord? Vous aviez déjà, si vous regardez ce livre, vous serez stupéfait, tout ce qui s'est passé depuis le début de la crise y est. Voilà. d'accord. C'est un point. Et puis juste, pourquoi j'avais fait une interview, parce que je cherchais mon bouquin, le dernier que j'ai fait, donc c'est mes chroniques au quotidien, et je voulais vous citer Axel Kahn. Axel Kahn, vous savez, avait un blog, donc avant qu'il meure, et donc dans le blog, il avait cette définition que je trouvais très, très bien l'éthique: jamais les situations critiques ne dispensent de la pensée éthique, n'affranchissent quiconque d'y recourir pour décider de ses actions et réactions. C'est même l'inverse. Elles la rendent plus essentielle encore. À quoi servirait l'éthique dans un monde où tous les humains seraient compatissants, serviables et bons, où l'abondance de la sécurité dispenserait d'avoir à arbitrer? Voilà, fin de citation. Regardez le blog d'Axel Kahn, il est assez lumineux. Alors maintenant, je vais répondre à votre affaire. Moi, je pense que d'abord, chacun a sa définition d'éthique, ça c'est un point. Je pense que c'est très lié à une histoire personnelle, à des représentations, à une culture. Donc, il n'y a pas pour moi de conception universelle. On a des principes qui sont des principes que l'on peut partager. Pour moi, qui suis dans l'éthique médicale, ce sont des principes qui sont très proches de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque pour moi, des grands textes de l'éthique biomédicale, c'est le Code de Nuremberg en 1947, donc peu de temps avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est vrai, les principes de dignité, de justice, de respect, d'intégrité, il y a tout un ensemble d'éléments. Ça, c'est sur les grands principes. Et on a ce qu'on appelle l'éthique principielle. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'à l'épreuve du réel, et un réel, donc d'un contexte, les principes doivent être, j'allais dire, vécus et discutés de façon à voir de quelle manière on s'en inspire. Et pour moi, l'important, c'est l'argumentation. Ce n'est pas uniquement le respect strict des principes, ça serait de la morale, alors que l'éthique, pour moi, c'est l'exercice d'un esprit critique. Un esprit critique, mais pas individuel par rapport à une situation politique comme une pandémie. Je pense que, et nous on le voit en travers la législation française, par exemple, un exemple sur la fin de vie, une décision, elle doit être prise d'une manière collégiale, pour prendre un exemple précis. Elle doit intégrer aussi le point de vue de la personne concernée. Donc, informer, le consentement, tous ces éléments sont à prendre en compte. Donc, tout ça pour dire qu'on nous a beaucoup parlé d'éthique individuelle par rapport à l'éthique collective, d'une certaine façon, et c'est tous les enjeux de santé publique. Lorsque vous êtes dans une pandémie, vous êtes tous concernés. C'est-à-dire, vous n'êtes pas autonome, vous êtes interdépendant. Alors, c'est beau de dire ma liberté, c'est de ne pas me faire vacciner. D'accord, mais vous avez eu, par exemple, en France, un grand professeur de médecine qui a dit alors, rédigez des directives anticipées, et le jour où vous allez être contaminé, vous ne serez pas en réanimation, si vous allez au bout. Si vous êtes conséquentialiste, d'une certaine manière, vous allez jusqu'au bout. Effectivement, ma liberté, c'est de ne pas obtempérer à une proposition puisqu'on n'était pas dans l'obligation, qui est la vaccination. Donc, c'est là où je trouve que le laboratoire pandémie est assez extraordinaire, puisqu'on a pu voir des positionnements et des positionnements très, très intéressants. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé sur l'éthique individuelle, l'éthique collective. On est allé donc dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, chaque pays a sa dénomination. Nous, c'est des maisons qui accueillent des personnes âgées, mais elles sont majoritairement en situation de dépendance, c'est-à-dire elles vont dans ces établissements quand elles ne peuvent plus rester chez elles, mais il y en a d'autres qui volontairement viennent avant d'être en situation de dépendance, parce qu'elles se sentent plus confortables d'être dans un environnement, entre guillemets, bienveillant. Et ça m'a beaucoup frappé dans les retours d'expérience. Vous avez dans ces établissements ce qu'on appelle des CVS, des conseils de la vie sociale, c'est un petit peu des enceintes démocratiques. Elles ne fonctionnent pas toujours, mais où vous avez les résidents, leurs familles et les professionnels qui se réunissent sur les grandes décisions. Dans tous les cas, ça doit fonctionner. Dans la loi, c'est comme ça. Et donc, on rencontre
c'était après la première phase. Donc, on est, admettons, en janvier, février 2021, et on rencontre des personnes. Et il y a des personnes âgées qui avaient mis en place un groupe de réflexion éthique entre eux et qui disent Monsieur Hirsch, je sais que vous vous intéressez aux questions d'éthique. Nous, on a pris une décision qui est notre décision. Si jamais il y a à nouveau une crise et qu'on est contaminé, on n'acceptera pas d'aller en réanimation. Ah bon, non, on s'est rendu compte qu'il y a un nombre de places limité. Nous, on a fait notre vie. Je ne vous parle pas, nous dit-il, sur les conséquences pour une personne âgée de se retrouver en réanimation. On ne sait même pas si on en bénéficiera. Nous, on a pris une décision très, très claire. Il est hors de question qu'on quitte l'EHPAD. Ce qu'on demande, c'est avoir des soins de qualité, c'est-à-dire de terminer notre vie comme on le souhaite, c'est-à-dire avec dignité et en respectant nos choix. Et ça m'avait beaucoup frappé, d'abord, face à une situation difficile. J'imagine les gens aujourd'hui aussi qui vont défendre au péril de leur vie, une vie, leur nation, pour prendre exemple, puisqu'on évoquait en début dans votre intervention ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça m'a frappé d'abord parce qu'il y a une sensibilité à l'intérêt général et il y a des valeurs extrêmement fortes qu'on aurait pu davantage solliciter dans les choix, d'une certaine façon. Donc, pour revenir à votre question, moi je pense qu'il y a quelque chose d'abord quand on parle de l'éthique, qui relève de l'intime. C'est-à-dire, on n'a pas à savoir ce que sont les convictions des uns et des autres, les valeurs fondamentales auxquelles elles sont attachées. La vraie question, c'est un moment où il y a un intérêt général, un intérêt supérieur, de quelle manière on est respectueux de la personne, tout en lui faisant comprendre que la respecter aussi, c'est la prendre en compte dans ses choix au niveau aussi d'un arbitrage plus collectif, mais où elle a le sentiment que ce qu'elle vit, ce qu'elle représente, est quand même constitutif de ce que seront les éléments dans les critères de décision. Et quand vous avez cette approche, je vous garantis que pour faire moi de l'éthique de terrain, vous trouvez quand même des issues auxquelles vous ne pensez pas. Je vais dire juste un ou deux exemples, enfin un exemple en tout cas, pour ne pas trop prolonger par rapport à la question, mais on se retrouve dans un service de réanimation, pour prendre exemple, et on a une décision à prendre. Vous avez le point de vue de la personne qui, quelquefois, ne peut pas s'exprimer, mais qui a une histoire, qui a eu des préférences. Donc, elle peut assentir, c'est-à-dire on peut reprendre, ne serait-ce qu'en discutant avec la famille, il aimait quoi, est-ce qu'il était attaché, c'était un lutteur, c'était bon. C'est ce qu'on fait aussi pour les prélèvements d'organes, est-ce que c'était quelqu'un qui était généreux, qui était solidaire, enfin. Et ensuite, il y a le point de vue de la famille, mais aussi qui peut être divergent entre la fille, le fils, celui qui s'est occupé, vous allez se dire. Donc, déjà, vous avez des divergences, même dans ce qu'on appellera la famille. Vous avez le proche, qui peut être le conjoint, qui a parcouru la vie, mais il peut y avoir aussi toutes sortes de dilemmes dans sa capacité de se prononcer. Vous avez l'équipe médicale et l'équipe soignante. Bref, vous avez toutes sortes. Et puis, vous avez aussi la société globalement par rapport à ces valeurs. Eh bien, ça vous paraîtra surprenant. Parfois, des décisions sont prises au nom de l'intérêt de l'équipe à survivre à la décision et à pouvoir s'occuper encore d'autres malades. Ça vous paraîtra bête ce que je dis, parce que je vous le dis un petit peu rapidement. Et donc, vous dites, mais alors, finalement, on a complètement abrasé le droit de la personne elle-même, qui était la première concernée, qui était la personne. Et bien, quand vous réfléchissez, vous dites peut-être que c'était la meilleure manière de le respecter que de passer par ce détour. Tout ça pour dire, maintenant, pour réfléchir à ce que vous dites, dans tous les textes, on parle effectivement de l'autonomie de la personne, mais entre vous avez des pays où la personne n'est pas considérée culturellement. L'autonomie, c'est un concept très, très discutable aussi. Vous voyez, quand vous parlez d'autonomie et que vous parlez d'éthique médicale, il n'y a rien de plus hétéronome que la confrontation à la maladie. Donc, vous vous dites, est-ce que le concept est un concept, pour vous donner un exemple, c'est un concept un petit peu fondatif et référence en matière d'éthique. Donc, vous dites peut-être qu'il vaut mieux aborder la personne dans sa vulnérabilité. Et est-ce qu'une décision prise d'une manière un peu plus globale et en intégrant des facteurs qui ne sont pas que sa préoccupation ou son sentiment personnel, est-ce que ça ne l'enrichira pas davantage? J'ai l'impression qu'on vit en société et savoir qu'une décision pour nous sera prise également en tenant compte de la société, c'est aussi intégrer la personne dans la société.
c'est-à-dire montrer qu'elle fait partie d'un collectif qui partage des valeurs. Je termine sur un point qui m'avait beaucoup frappé, c'était un livre de Mallory, le dernier roi, Jean Mallory, le dernier roi des Tulés. C'était chez les Esquimaux, enfin dans les populations, c'est une très belle collection chez Plon, Terre humaine. Et il disait que dans certaines sociétés, quand le vieux devenait trop malade et était fatigué, devenait un poids pour la collectivité, on lui creusait, c'est les Tulés, chez les Tulés, parce que c'est dans la communauté des Tulés, on lui creusait un espace dans la banquise, on lui laissait un petit fusil et il se supprimait, il se suicidait. Ça m'avait beaucoup intrigué. Et il y avait tout un ensemble d'interprétations pour dire il reste dans la communauté puisqu'il donne sa vie au devenir de la communauté. Je donne cet exemple, tout ça pour dire que quand vous dites éthique individuelle, d'abord, il faudrait que les gens aient aussi une réflexion sur quelle est leur éthique. Enfin, tout le monde n'a pas envie de se confronter à des problèmes qui sont des problèmes philosophiques, métaphysiques ou autres. Donc, je dirais que pour moi, ce qui est important, si on prend une décision, c'est qu'elle soit prise sur des critères et des valeurs démocratiques dont on a le sentiment que dans les situations de plus de vulnérabilité, elles sont honorées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre affaire. Oui, tout à fait. C'est Oui. beaucoup plus Écoutez, clair dans mon esprit. Oui, Yves, oui, tu vas conclure. Oui, ben c'est ça, il est déjà 10h30, puis on est à veille de perdre la ligne. Écoutez, si j'essaie de... Ce que vous avez dit, énormément de choses intéressantes, et puis merci beaucoup. Mais je dirais ceci peut-être pour conclure, c'est que la réflexion éthique, je pense que c'est une réflexion qui est interdisciplinaire, qui requiert une approche et une réflexion interdisciplinaire parce que tout en visant le bien commun, tout en visant le bien de la personne, elle peut s'adresser à la personne, à la communauté, à la société, à des pays et puis voire à la planète, comme c'est le cas en ce moment avec SARS-CoV-2. C'est un peu ce que je retiens de votre présentation. Je vous remercie énormément. Il y a des gens qui ont encore des questions. Peut-être que ces personnes-là pourraient vous envoyer les questions par courriel. Vous avez dans l'invitation, pour les gens intéressés, dans l'invitation à la conférence, vous avez le courriel du professeur Hirsch. Donc, vous pourrez, parce que je vois que Mme Ouageni a encore quelques questions, et donc, vous pourrez lui envoyer par courriel. Donc, avant de terminer, on va faire les petites annonces d'usage. Donc, ne bougez pas. Merci encore énormément pour votre conférence extrêmement riche. Je vous en remercie. Je vous invite le 10 mars prochain, le professeur Gérard Durand, dans le cadre de nos conférences d'actualité médicale, va nous présenter des cas intéressants, COVID et radiologie. Donc, je vous invite. Le 30 mars, dans le cadre d'une collaboration avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie et aussi l'AUF et le groupe de réflexion internationale en sciences ouvertes francophones de Grisoff, nous vous invitons à une conférence le 30 mars qui va discuter de contraception chez l'adolescente, principalement en Afrique subsaharienne, sur le continent africain, de façon générale. Et finalement, le lendemain, le 31 mars, le professeur Vincent Juniot de Amiens, dans le cadre de nos conférences d'actualité médicale, va nous parler du concept de l'AVDS en pneumologie, une approche qu'ils ont développée en collaboration aussi avec le professeur Yves Majoub. Donc, voilà pour les petites annonces. Sur ces quelques mots, je vous remercie. Yves, si tu permets, on peut peut-être ajouter la conférence suivante parce que ça peut intéresser Emmanuel. Oui, vas-y, Étienne. Oui, il y a une conférence d'Hélène Salvatore qui va s'appeler « Biais de genre dans l'enseignement médical, en prendre conscience pour les combattre ». Le biais de genre dans l'enseignement médical. Ce n'est pas un sujet habituel. Exactement. Voilà. Donc, c'est une conférence sur sexe et genre, finalement, mais dans le cadre des examens médicaux. Donc, sur ces quelques mots, je vous dis merci. Et la conférence est enregistrée. Elle va être déposée
sur notre lien YouTube. Donc, elle est accessible à tous. Et le lien apparaît dans l'invitation que vous avez reçue. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, au revoir.